j'aimerais vous parler d'un thème qui me revient constamment à l'esprit et que je trouve fondamental pour chacun, et à la fois difficile à mettre en pratique en raison de la dispersion constante de notre esprit. J'ai intitulé ma causerie On devient ce à quoi on pense, car c'est un proverbe qui me revient souvent et qui, pour moi, prend un sens absolument certain à intégrer dans la bonne gouvernance de ma vie. Vous savez sans doute parfaitement tout ce que nous allons dire aujourd'hui, et je suis sûre que tout cela vous sera, on ne peut plus familier. Mais il n'y a pas de mal à se le rappeler de temps en temps. Il est souvent facile d'oublier les choses que nous tenons pour acquises. Et alors aujourd'hui, il y a tant de conflits non résolus dans le monde qu'on constate que la pensée consciente est primordiale. Alors je vais commencer par mentionner la déclaration de l'ONU. Je ne la citerai pas, mais je la mentionne. Cette déclaration des Nations Unies qui dit que les guerres commencent d'abord dans l'esprit des hommes. Et j'aimerais ajouter que c'est parce que ces esprits ont perdu le sens de l'unité de toute chose. Les gouvernants, ceux qui détiennent le pouvoir, le commerce, les affaires, l'éducation que nous recevons, et en général tout ce qui fait bouger le monde extérieur, tout cela marque le manque de vision et de conscience de cette unité de tout ce qui est dans le monde, sur la planète, et on pourrait même dire dans l'univers entier. On semble également ignorer que nous partageons une maison commune, notre planète, et on est encore moins conscient qu'il existe une sphère mentale, une atmosphère mentale qui entoure la planète physique et que tous les humains partageons et que nous remplissons constamment de pensées. Et qu'elles soient positives, négatives, guérissantes ou empoisonnantes, cela ne tient qu'à nous. La conscience humaine est un sujet extrêmement complexe qui, au fil des siècles, a suscité l'intérêt de nombreux grands penseurs. Et là encore, l'évolution de la pensée humaine a été à l'origine de l'abandon de certaines croyances qui ne répondaient plus aux exigences établies. Néanmoins, on constate souvent que certaines pensées anciennes sur la nature humaine conservent une valeur exceptionnelle à la lumière des connaissances contemporaines. Et mon exposé aujourd'hui s'articulera autour de deux axes. D'une part, l'esprit, la pensée humaine et ses différents aspects. Et d'autre part, la manière dont nous utilisons cet esprit et avec quelle pensée nous contribuons à l'atmosphère mentale de notre planète. Les sources orientales anciennes mentionnent une subdivision de la conscience en 7 aspects. De telles divisions se retrouvent également dans les manuscrits hindous, bouddhistes, dans les égyptiens, dans les juifs, qui, selon le contexte et le degré de distinction, utilisent une division en 12, en 7, en 5 ou en 4 aspects. Le christianisme, d'autre part, a adopté la triple division de saint Paul, l'esprit, l'âme et le corps. Dans la pratique, cependant, le christianisme ne considère que deux aspects, à savoir l'âme et le corps, puisque l'esprit est généralement considéré comme identique à l'âme. L'application de la classification en 7 aspects à la pensée humaine permet de redonner vie à ces concepts et de leur conférer une signification inestimable dans l'évaluation de la vie de la pensée. Et dans ce contexte, il convient de noter qu'il existe une différence entre la conscience
et le processus de pensée humain. La conscience étant la force motrice de la manifestation, et la matière, la force et l'esprit, qui sont tous des expressions de la même chose, mais sur des plans différents. La pensée humaine est une forme ou une expression, si l'on veut, spécifique de la conscience. La conscience est un terme général qui, d'autre part, ne se limite pas seulement aux êtres humains. Alors, donc, la conscience doit être considérée comme la force motrice de toute forme ou manifestation extérieure. Et chaque être exprime cette conscience en fonction de son développement. La forme spécifique de conscience inhérente à l'être humain est l'esprit, la faculté de penser. Et celle-ci doit être considérée dans une perspective beaucoup plus large que la normale, car la pensée humaine va bien au-delà du simple fait de penser que 2 fois 2 sont 4, car elle englobe de nombreuses caractéristiques différentes. Alors, pour diviser la conscience humaine en aspects, je vais vous présenter la division qui est souvent présentée dans la littérature théosophique. C'est cette division septenaire. Voyons un peu les aspects du mental qui nous caractérisent en tant qu'humains. Je vais partager voilà, comme ça. Okay. Alors, voici un peu cette division que je propose de la pensée humaine. C'était peut-être un peu trop grand. Je vais le faire un peu plus petit. J'espère que ça se voit. Cette pensée humaine que je divise en consciente et instinctive. Et nous avons la division de cette. Voilà. Oui. Je ne sais pas si cela se voit. Un instant. Comme ça. Alors. Pour ce premier, on va commencer par en bas. Le premier aspect serait l'aspect physique, qui serait l'aspect de la pensée qui a trait au corps. Il est très fréquent que on s'identifie à son corps au point de s'y référer comme s'il s'agissait de nous-mêmes. J'ai soif, j'ai faim, je suis fatigué. On dit souvent, hein, alors qu'il ne s'agit que d'un état physique. Cependant, si l'on est concentré sur quelque chose qui demande toute notre attention, ou si l'on pense à quelque chose qui nous intéresse beaucoup, la faim, la soif ou la fatigue passent souvent inaperçus. Logiquement, ces états physiques réclament notre attention dès que l'intérêt diminue, mais cela ne change rien au fait que les besoins physiques peuvent être totalement supprimés si l'on concentre ses pensées dans une autre direction. Et l'inverse est également vrai. Les besoins physiques peuvent, dans certains cas, jouer un rôle très important au point de ne laisser aucune place à la pensée tant que ces besoins ne sont pas satisfaits. Un deuxième aspect de la pensée, étroitement lié au corps physique, pourrait être décrit par le terme sensation. Et par ce terme, nous nous référons à l'ensemble des perceptions sensorielles. Ainsi, lorsque le mot sensation est utilisé, il est destiné à couvrir l'ensemble des sensations que les perceptions sensorielles éveillent dans l'esprit, sans l'influence directe de l'intellect. Le sens de ce mot inclut les sens de la réaction instinctive aux stimuli sensoriels que l'on rencontre dans les règnes inférieurs de la nature. Le troisième aspect est la partie de cet esprit humain, de cette conscience humaine qui est liée à l'envie d'agir, c'est-à-dire à la vitalité, qui joue un rôle très important dans la vie de l'être humain. Dans certains cas,
La pensée humaine est totalement dominée par cette vitalité, et celle-ci se manifeste généralement par une soif d'action dépourvue de toute réflexion sensée. Il y a des gens qui sont constamment poussés par l'envie de faire quelque chose, faire quelque chose, faire quelque chose. Et trop souvent, le recul permet de constater qu'il aurait été préférable de s'en tenir à la règle réfléchir avant d'agir, ou bien compter jusqu'à 10, on dit en Espagne. Dans de nombreux cas, il aurait été même préférable de laisser faire la nature. Le quatrième aspect que nous allons considérer, c'est la force du désir, qui occupe une place centrale dans la conscience humaine. Une grande partie du comportement humain serait impensable sans un désir sous-jacent. Donc, l'importance de son rôle, ça va de soi. On fait référence à la force du désir afin de souligner le caractère neutre de ce désir même. Après tout, le désir n'est pas concevable sans quelque chose qui le déclenche et sans une conscience qui en fasse l'expérience. Par conséquent, l'idée généralement admise selon laquelle le désir est quelque chose de répréhensible, voire de péché, est contraire à la réalité. Cela ne signifie pas qu'il ne puisse y avoir des désirs répréhensibles, mais à côté de ceci, il existe des désirs véritablement nobles et sublimes. Il est donc important de discerner une ligne de démarcation claire tracée entre le caractère égoïste ou altruiste d'un désir. En règle générale, aucun des 4 aspects de la pensée examinés jusque-là ne dominera unilatéralement la pensée d'une personne. Ils agissent ensemble. Et dans ce processus, chacun de ces aspects prédominera alternativement. Si on arrive à différencier ces aspects de notre pensée, on va découvrir dans quelle mesure chacun joue un rôle prédominant dans notre vie. La conscience humaine se distingue clairement de tout ce que l'on trouve dans la nature, et cette distinction est basée sur la capacité de penser de l'être humain. On se rend compte alors que l'être humain diffère des autres règnes de la nature parce qu'il possède un 5e aspect effectif, l'intellect, qui le place au-dessus de toutes les autres créatures. Voyons maintenant ce 5e aspect de la conscience humaine, la partie intellectuelle. De même que l'on peut contrôler ses pensées à partir de l'influence prédominante des éléments de la conscience tels que le physique, l'émotionnel, le vital ou le désir, il est possible de le faire en ce qui concerne la pensée intellectuelle. On peut se trouver tellement absorbé par des questions purement intellectuelles qu'il ne reste presque plus de place pour aucune des activités des aspects mentionnés auparavant. Un besoin purement physique peut être totalement supprimé par des réflexions intellectuelles, par l'intérêt que l'on porte à une question intellectuelle. Et il en va de même pour les émotions et pour la vitalité et pour les désirs. Mais l'inverse est également possible. Toute considération intellectuelle peut facilement être écartée par l'un des aspects de la pensée abordés jusque-là. Et dans ce cas, on s'identifie tout à fait à l'un des autres aspects mentionnés, c'est-à-dire qu'on laisse cet aspect dominer la pensée. En plus des aspects de la pensée mentionnés jusqu'à présent, il en existe encore 2 autres, qui sont d'un caractère plus subtil. Le 6e aspect serait la capacité de comprendre, de percevoir. Nous entendons par là cette
aptitude qui permet à l'être humain de comprendre l'interconnexion de ce qu'il perçoit et des choses apparemment contradictoires avec ce qu'il observe, au-delà de la simple capacité intellectuelle de mesurer et de compter, au-delà du pur raisonnement intellectuel. La partie de la conscience humaine qui permet de le faire, on l'a décrit comme ce sixième aspect de la pensée, c'est-à-dire la compréhension et la perception. Et ce terme perception peut tout aussi bien être utilisé pour décrire en même temps cet aspect et la faculté de comprendre. Nous pouvons également conclure qu'une approche intellectuelle des choses n'a pas la même qualité qu'une approche qui pénètre jusqu'à l'essence, jusqu'au cœur des choses. L'utilisation de la capacité de comprendre éveille également la bienveillance chez l'homme. Il n'est pas étonnant que les Français disent « tout comprendre, c'est tout pardonner ». C'est la base de l'altruisme et du pardon, de la justice et de la justesse, de la compassion et de la pitié. Bref, de tout ce qui touche aux aspects les plus nobles de la pensée et de l'action humaine. Sans le fonctionnement de ce sixième aspect, l'humanité sombrerait dans l'aridité du raisonnement froid, qui est la cause de la souffrance que les êtres humains s'infligent les uns les autres. Et le septième aspect de la pensée viendrait à être l'inspiration. Alors, exprimer cette inspiration est une entreprise compliquée car elle dépasse le pouvoir cognitif des êtres humains à leur stade actuel de développement. Il est connaissable par la conscience qui s'identifie à lui, à cet aspect, à l'inspiration. Pardon. Et c'est le fonctionnement de ce septième aspect, l'inspiration, qui provoque les expériences du mystique. Cet aspect peut être également considéré comme la cause de l'inspiration de l'artiste, qui produit des œuvres intemporelles. Elle trouve l'expression ultime dans l'être humain qui, par son exemple, lui donne forme et peut la réaliser grâce à son identification totale avec cette inspiration. L'identification consciente à l'aspect inspirateur passe par le développement de la capacité de compréhension. Alors la conscience humaine ne peut fonctionner de manière optimale que lorsque tous les aspects sont pleinement opérationnels et que l'être humain est également capable de les utiliser consciemment. Bref, ces trois derniers aspects abordés peuvent être décrits comme le septième aspect est le créateur d'idées, le sixième aspect est le constructeur d'idées, et le cinquième aspect est le processeur d'idées. Et jusque-là, la révision des différents aspects de notre esprit, du mental qui nous caractérise en tant qu'humains. Or, l'homme pense. Il pense avec ses propres pensées, à partir de ce qui est en lui. Il ne peut pas penser dans l'esprit d'un autre homme. Par les nécessités de son être, ses pensées suivent le moule ou les inclinaisons de sa propre nature. Elles coulent de lui comme d'une fontaine. Dans la lettre numéro 9 des Mahatmas, Kash dit à Sinette, « Les pensées sont des choses. Elles ont de la ténacité, de la cohérence et de la vie.
ce sont des entités réelles. Et il ajoute également que l'esprit et les pensées sont deux choses différentes et que c'est l'esprit qui produit les pensées. Alors les pensées, enfants de notre esprit, sont donc des entités réelles qui, une fois émises, ne peuvent plus être retirées. Elles prennent une vie propre. Elles sont indépendantes. Et comme tout être vivant, les pensées naissent dans l'atmosphère mentale, elles grandissent, elles se développent, elles ont besoin de nourriture, c'est-à-dire d'attention, et elles perdurent tant qu'on les nourrit, tant que nous leur prêtons attention. Elles cherchent une source d'énergie, elles recherchent un environnement favorable à leur croissance, à leur maintien, et pour cela, elles s'approchent là où la vibration est en sympathie avec elles pour y puiser la force qui va les aider à perdurer. Dans le cas contraire, elles vont s'éteindre progressivement et enfin mourir. Or, nos pensées, elles vont façonner notre caractère, notre personnalité, notre comportement, nos actions, même notre physionomie et bien sûr notre vie. Alors, tout comme nous nourrissons notre corps pour qu'il soit en bonne santé et en forme, il en va de même pour notre esprit. Nous pouvons nous demander de quelles pensées on se nourrit. Quels sont les aspects dans notre esprit qui gèrent nos pensées? Bien sûr, nous essayons de nourrir notre mental de façon consciente, avec l'inspiration, avec la compréhension, avec le sens de l'unité, avec la perception, qui se traduit par des pensées bonnes, positives, harmonieuses, qui vont apporter l'équilibre et la paix intérieure en nous. Voilà le genre et la qualité qui devraient peupler notre esprit. Cependant, il faut garder à l'esprit que tant que nous sommes occupés à refouler certaines pensées, à nous dire non, 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 pas ceci, non, 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 pas cela, on ne fait que renforcer les images de ce que nous ne voulons pas. Et de même, lorsque nous engraissons, pour ainsi dire, certaines pensées, elles peuvent même devenir dominantes et conduire à des obsessions, voire à des maladies mentales. Dans notre littérature théosophique, Annie Besant recommande d'avoir toujours une pensée constructive et positive à portée de main pour aider à estomper les pensées que nous ne voulons pas voir occuper notre esprit, les pensées anodines, superficielles, les pensées vagabondes. Il ne s'agit pas de les refuser, ce qui les renforcerait encore plus, mais de les remplacer gentiment par d'autres idées qui nous conviennent plus. D'autres auteurs recommandent de penser à l'idée opposée à ce à quoi on ne veut pas prêter attention. Et ainsi, en nourrissant la pensée opposée, la première pensée indésirable s'estompera. Voici deux recommandations qui sont un moyen utile pour déplacer les pensées dont on ne veut pas remplir notre esprit, sans pour cela les renforcer. Lorsque nous ne sommes pas attentifs et que nous cédons à l'impatience, à la colère, à l'anxiété, à ce moment-là, nous nourrissons des pensées peu harmonieuses, peu positives. Il faut également noter que les pensées d'une certaine qualité attirent des pensées de qualité similaire, des pensées qui ont la même fréquence. Et la qualité de nos pensées, c'est exclusivement notre choix. Si nous sommes capables d'observer le processus de nos pensées par la pensée consciente, nous saurons lesquelles nourrir sainement et lesquelles affamer pour qu'elles perdent leur force jusqu'à disparaître. Bien entendu,
Cela nécessite le développement du discernement, qui est la première exigence recommandée dans le petit livre au pied du maître. À la fin de la lettre 9, le Mahatma Akash nous dit que les adeptes ont construit un temple de la pensée infinie à partir duquel ils ont l'intention d'aider l'humanité. En fait, il ajoute qu'ils vont continuer jusqu'au jour où les fondations d'un nouveau continent de pensée seront construites. Et qu'entend-on par ce nouveau continent de pensée? On peut supposer qu'il parle des efforts déployés depuis des temps immémoriaux pour aider l'humanité à s'éveiller à une nouvelle conscience. Ils doivent construire un continent si puissant qu'il puisse inspirer les gens. Sur cette base, et en s'inspirant de cela, maintenant il s'agit de construire ensemble un mode de pensée totalement différent dans notre société humaine, nous, les humains mortels. Selon la théosophie, l'évolution de l'humanité est cyclique et toutes les entités dans l'univers doivent passer à tour de rôle par tous les stages, y inclus l'étape humaine. Et chaque étape de notre évolution humaine nous donne l'occasion, si elle est bien utilisée, de grandir et d'atteindre finalement l'état de perfection humaine comme l'a fait le Bouddha. Et le fait que l'on trouve dans l'histoire de l'humanité de nombreuses indications de la présence de géants parmi les hommes, tels un Bouddha, un Jésus ou un Krishna, cela nous fait penser qu'il pourrait y avoir des êtres plus évolués que les êtres humains ordinaires, en tant qu'avant-garde de l'humanité. Ils nous ont devancés sur les étapes suivantes, les étapes que nous, on aura à franchir à notre tour dans le futur. Et ces hommes avancés nous inspirent de par leur vie, leurs idées et leurs exemples. Et ils nous inspirent au moment présent, maintenant, aujourd'hui. Et ce moment présent est le moment où nous devons prendre les rênes de notre vie, de notre évolution. Il ne faut pas procrastiner, il ne faut pas attendre le bon moment arrivé. Le bon moment est maintenant. Chaque pensée, donc, compte. Et avec l'inspiration de ces êtres avancés, nous devrions être capables de coopérer ensemble pour contribuer à un type de pensée qui apporte de la clarté à l'atmosphère mentale que nous partageons tous. C'est ainsi que nous construirons progressivement le nouveau continent de pensée que les Mahatmas s'efforcent de mettre en place. La pensée consciente consiste à passer au crible ce que notre esprit produit, à voir de par quel type de pensée nous contribuons à l'atmosphère mentale de la planète, que nous partageons tous. Il s'agit donc de favoriser les pensées supérieures, celles qui nous viennent des plans de la conscience spirituelle, des niveaux supérieurs de la conscience. Il s'agit de susciter une certaine qualité à nos pensées, de leur conférer une vibration plus subtile, pour être ainsi de bons récepteurs de l'inspiration et pour avoir la perception de l'essence des choses, qui viennent toutes les deux des deux aspects supérieurs de notre esprit, de notre conscience spirituelle. Il s'agit de nourrir ces pensées-là, de les laisser grandir, de les méditer. Il faut savoir que les pensées inférieures bloquent les pensées supérieures.
celles qui nous viennent de l'inspiration et de la conscience, et qu'il est donc préférable d'ouvrir l'esprit aux pensées supérieures et de ne pas nourrir les pensées inférieures. Et de cette manière, on va coopérer, on va collaborer à la construction d'une nouvelle humanité. Une humanité qui sera capable de fonctionner à partir d'un niveau de conscience plus élevé, impersonnel, où il n'existe plus de mur, ni de séparation d'aucune sorte, où le fondement commun est la compassion, la compréhension et l'unité de tous. Ce sera la nouvelle humanité de l'intuition, comme nous recommandait Gina Raja Dassa. Une nouvelle humanité que nous devrons atteindre une fois pour toutes, en laissant pour de bon l'entrave de la séparation qui nous retarde tant et qui empêche notre progression vers l'accomplissement de notre destin en tant qu'humains complétés. Car pour le moment, nous ne sommes que des humains en cours d'élaboration. On est des humains en herbe. Dans la lettre 45, KH nous dit que la pensée court plus vite que le fluide électrique. C'est une idée que tous les orateurs de la Société théosophique ont mentionnée à un moment ou autre. Cette idée nous fait prendre conscience de l'énorme pouvoir de l'esprit et de la pensée, et qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas commencer à collaborer dès maintenant à la construction de ce nouveau continent de pensée. Il est donc nécessaire de rééduquer notre esprit, de prendre conscience de son fonctionnement et de prendre le contrôle de l'esprit de singe qui nous gouverne. Ainsi, en considérant que les pensées sont à la base de nos actions, nous activerons le meilleur outil qui est à notre disposition. Cela dit, il ne fait aucun doute que nous pouvons faire la différence dans le monde avec nos pensées. Et nous parviendrons à cela en invitant, en encourageant et en nourrissant des pensées positives de compassion envers tous les êtres sensibles, d'unité envers tous, et bien sûr d'amour et de fraternité universelle. Des pensées provenant des aspects supérieurs, ceux qui éveillent la bienveillance chez les humains, à la base de l'altruisme et du pardon, de la justice, de la justesse, de la compassion et de la pitié. Et maintenant, je voudrais réfléchir un peu au titre de mon intervention, parce que chaque être dans l'univers est une entité composite. Et pour ne pas trop m'allonger, on peut dire que l'on part de la monade, qui au départ est totalement inconsciente, mais qui a en elle tout le potentiel. Tout comme un pignon à l'intérieur d'une pomme de pin renferme en lui l'arbre potentiel qu'il deviendra un jour. Ainsi, la monade, sur son chemin d'évolution, développe au fur et à mesure ses attributs qu'elle exprime en attirant vers elle des composants similaires, dont l'ensemble formera l'être que nous sommes actuellement. L'être humain a donc de multiples composantes qui font de lui l'être complexe qu'il est, composé de multiples couches, pour ainsi dire, de multiples éléments qui forment ce que l'on appelle dans la littérature théosophique l'œuf aurique, qui est le composé d'un être humain. Et tout ce qui arrive à la personne au fil des incarnations y reste reflété, y est accroché. Les pensées que notre esprit génère deviennent également une partie de notre composition, une partie de ce que nous sommes. Et comme on a déjà mentionné, nos pensées nous façonnent et nous reflétons à l'extérieur ce que nous pensons à l'intérieur. Nous devons également garder à l'esprit ce que nous rayonnons vers l'extérieur est un reflet de ce que nous sommes en réalité, en vérité.
et non pas de ce que nous aimerions être. Alors nos pensées dictent nos actions, notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'être. On dit que les pensées mènent aux actions, que les actions créent des habitudes, que les habitudes forment un caractère, et que ce caractère forge un destin, c'est-à-dire la nouvelle incarnation. Et c'est pourquoi nous devons prêter une attention particulière au processus de notre esprit, à la manière dont il donne naissance à nos pensées. Et pour changer, quelle qu'en soit l'intention, nous devons commencer par là où naissent nos pensées. Alors avec la pensée attentive, nous prenons conscience des processus de notre esprit. Nous prenons conscience de ce qui l'habite et nous pouvons nous demander quel type de pensée nous avons. Quel type de pensée nous nourrissons, car, mes amis, soyons conscients que nous sommes ce que nous pensons. Les enseignements de la théosophie nous disent que notre esprit est double, c'est-à-dire, comme on a déjà commenté, qu'il peut être ouvert aux aspects personnels, instinctifs et concrets, liés à la partie du désir, de l'émotion, de la vitalité et de la physicalité, ou bien il peut se concentrer sur les aspects plus conscients et impersonnels, tels que l'inspiration, le sens de l'unité, la compréhension, la perception intérieure, l'intuition et l'intellect. Par conséquent, en faisant un exercice d'introspection, nous pouvons détecter à quel niveau se situent les pensées qui remplissent notre esprit, d'où elles viennent et à quel aspect elles s'accordent. Et ensuite viennent l'exercice de la volonté et le contrôle des modifications de l'esprit, comme nous recommande Patanjali dans ses sutras. Avec notre esprit, nous fonctionnons comme des émetteurs et des récepteurs. Nous émettons des pensées, des idées qui se déplacent, plus rapides que la lumière, à la recherche de fréquences semblables. Et nous recevons des pensées et des idées similaires à notre propre fréquence. Toutes deux sont colorées par notre propre expérience qui filtre la perception de ce qui nous parvient et l'émission de ce que nous émettons. Et c'est pourquoi un même fait est souvent perçu et interprété de différentes manières. Rien n'est vrai ni faux, mais tout dépend du regard que l'on y porte. Un artiste peut exprimer des idées sublimes, des idées qu'il perçoit grâce à son inspiration, l'inspiration d'un niveau supérieur. Mais cependant, cette perception serait toujours filtrée par les lunettes que son esprit utilise, sauf si sa perception est pure et qu'elle est capable de refléter la véritable essence de ce qu'il voit et de ce qu'il perçoit sans aucun ajout personnel. À son tour, le spectateur qui contemple l'œuvre d'art la voit également à travers le filtre de ses propres expériences, de la couleur de ses propres lunettes à lui. Et je veux dire par là qu'il est difficile de percevoir la vérité dans toute son ampleur et dans toute sa splendeur, et que si l'on veut la percevoir telle qu'elle est, il est nécessaire de nettoyer les lunettes que nous portons, ou même de les enlever pour ne plus avoir de filtre du tout. D'après tout ce que nous avons dit, il est clair que les pensées ont une force et un pouvoir. Et dans une perspective plus globale et planétaire, et du fait même que les pensées n'ont pas besoin d'être exprimées pour avoir des conséquences, personne ne peut penser que les problèmes du monde ne le concernent pas, car chacun de nous est co-responsable, activement ou passivement, de ce qui se passe dans le monde. Par nos pensées quotidiennes,
nous entretenons la haine ou la fraternité, l'harmonie ou le chaos, à petite échelle comme à grande échelle, car tout a un impact sur tout, y compris les pensées, même si elles ne sont pas exprimées à voix haute. Pour contribuer à la paix dans le monde, donc, il est nécessaire de contribuer par nos pensées positives, avec notre grain de sable, avec notre propre paix intérieure. Soyons conscients que la somme, l'ajout de la paix intérieure de chacun d'entre nous ici, aujourd'hui, maintenant, tous ensemble, cet ensemble peut s'avérer très puissant dans cette atmosphère mentale qui entoure la planète et que nous partageons tous. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas nouveau. Il s'agit de réflexions issues au fil des pensées, au fil de l'esprit, de la pensée consciente. Pour conclure, j'aimerais, par exemple, examiner la première proposition fondamentale de la doctrine secrète. On peut l'examiner tous, chacun de nous, on ne va pas le faire maintenant, hein, mais chacun de nous la lira et chacun de nous va essayer de la comprendre selon son propre entendement. Et de ces idées supérieures de cette lecture, on s'habillera les esprits, on les imaginera, on les nourrira, on les fortifiera, et peu à peu, nous saurons, nous qui nous sentons un avec la vie cachée, avec la lumière cachée et avec l'amour caché, nous saurons tous que nous sommes donc un avec tous les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Angèle. Quelle brillante présentation. Et cette présentation si brillante nous a permis de faire le lien entre cet aspect très profond de notre enseignement et l'application dans la vie quotidienne. Est-ce que tu as le temps pour répondre à quelques questions? Je veux bien, tant que les questions sont faciles. C'est très, très gentil. Maintenant, est-ce que parmi l'audience en ligne, vous avez des questions? Vous avez tous reçu le message que si vous voulez poser une question, il faut taper dans la boîte, hein, et puis vous envoyer. Comme ça, l'oratrice et moi-même, nous pourrons voir, lire votre question. Nous avons 3 questions là. Hein. Oui. Allons-y, 3 questions. Alors, tu les vois, toi? Oui, je les vois. La première, c'est Ah oui, très bien. que penser de la nouvelle pensée aux États-Unis qui a donné tous ces livres sur la pensée positive? Bah, écoutez, je suis tombée par hasard aujourd'hui dans une citation qui dit entraînez vos pensées, pouvoir le bon côté dans toute chose. La positivité est un choix. La joie de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et bon, ça c'était posté quelque part, ça m'a plu, parce que ça résume un peu le mouvement de la nouvelle pensée. Je n'y connais pas tellement, mais une pensée positive est toujours positive, dans le sens que, bon,
On pourrait beaucoup parler. Est-ce qu'on voit la bouteille demi-vide ou demi-pleine, par exemple, et des trucs comme ça. Mais il est vrai que euh, il, il est, c'est une bonne gymnastique, d'après moi. C'est une bonne gymnastique que de euh, s'entraîner à être positif, même si s'il y a une catastrophe, évidemment, il y a la compassion qui vient là. Mais il ne faut pas être, je ne sais pas si en français on dit dérotiste. On est mm, tellement négatif que c'est toujours comment on dit, mm, le, le contraire de la victoire, la défaite. Donc, il ne, moi, je sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question, sinon, si ce n'est que une pensée positive, c'est toujours la meilleure option pour moi. Et après, il y a un sujet préalable sans doute, d'apprendre à élever ses pensées concrètement dans le quotidien. Que conseillez-vous? Ah, moi, je n'ai pas de conseils à donner. Chacun doit trouver sa voie pour... d'abord, je pense que il faut être conscient de la qualité de la pensée de chacun, non, de nos pensées. Parce que on peut très bien ne pas être conscient que on voit toujours le mauvais côté ou le côté négatif des choses. Et on peut très bien penser que euh, c'est une façon d'être critique et de chercher à perfectionner les choses. Mais chacun est capable de se regarder à l'intérieur et de calibrer la qualité de ses pensées. Et à partir de là, eh, discerner si la qualité de ses pensées est harmonieuse et positive, et contribue à la paix et à l'harmonie de l'atmosphère mentale que nous partageons tous, ou il y a quelque chose qu'on pourrait reconduire. Et c'est à chacun de trouver. Qu'est-ce qu'on trouve, ce célèbre dicton de nos actions font nos habitudes? Ah, où est-ce qu'on le trouve? Hmm. Eh bien, je crois que c'est quelque chose que Blavatsky a écrit quelque part, mais ce n'est pas d'elle. Je pense que c'est un dicton. Tu le sais, toi, Kim Dew? Oui, Le... Pardon? c'est l'ancien philosophe grec. Ok, Et puis après, Besant a repris et on a appris ça sur le compte de Besant. exactement. Oui, Hein, mais je trouve que c'est un sujet de réflexion très intéressant. oui. De toute façon, c'est tellement évident qu'à Mm. force d'appliquer par habitude, ça devient quelque chose dont on ne peut plus se détacher et ça devient glué à notre destin et ça devient le destin. Ouais. Que faut-il faire lorsque vous êtes habité par des pensées que vous ne voulez pas, des pensées négatives surtout, même dans les efforts de détachement et de lâcher prise s'avèrent inefficaces? Mais c'est que les efforts de détachement ne font que renforcer la pensée. Donc, il faut... J'ai cité deux trucs, l'un d'Annie Besant et l'autre d'un autre auteur, qui nous donnent le tuyau. Et le premier, c'est ayez toujours une pensée élevée à portée de main pour que cela prenne la place de ce dont vous ne voulez pas penser. C'est facile à dire. Je sais que ce n'est pas si facile à faire parce que quand on est habité des pensées qu'on ne veut pas et que ce sont des pensées négatives, hein, euh, et souvent elles prennent le dessus. Alors il faut être très attentif
non pas aux pensées négatives, mais à ne pas leur accorder trop d'importance, à les laisser périr de faim, si vous voulez, dans ce sens, de ne pas les alimenter, de ne pas les renforcer. Je sais que ce n'est pas facile, mais euh, c'est probablement un tuyau. Il est difficile de savoir à chaque moment les pensées que nous avons dans notre esprit et de les contrôler. La méditation est un bon outil. Je pense que nous ne sommes pas trop habitués à méditer chaque jour. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, et, oh, la méditation est un exercice excellent euh, pour faire les différents pas, la concentration, etc. Mais être conscient des pensées que nous avons à chaque instant, je pense que c'est possible, hein, si on est euh, non pas en méditation, parce qu'on ne peut pas être en méditation, assis, en silence, etc. Il s'agit d'une méditation active, si on peut le dire, parce que euh, au fond, on sait ce qui peuple notre esprit. On le sait toujours. Et, et contrôler cela est un exercice, justement, on en a parlé tout à l'heure. Peut-être il ne faut pas s'attacher à le contrôler, mais à laisser passer les pensées qui ne sont pas intéressantes pour nous. Et puis, fixer son attention sur ce qui vraiment nous tient à cœur. Euh, et il est, cela, cela a quelque chose à voir avec le tempérament de chacun et un peu avec la question d'avant. C'est-à-dire que si on a tendance à voir toujours le côté noir ou le côté négatif des choses, hmm, évidemment, il y aura toujours des pensées qui s'aligneront dans cette euh, fréquence, aux vibrations, si vous voulez, parce que c'est notre tempérament. Alors peut-être qu'il faudrait examiner un peu avant, je ne sais pas, je pense à voix haute. Il faudrait examiner non pas la pensée, mais le caractère qui suscite ce trait, ce trait de pensée, cette inclinaison à chercher ou à trouver euh, quelque chose de critiquable, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Et il est très facile de trouver toujours un argument à critiquer ou un argument à censurer. Très facile. Mais euh, ça fait partie de l'entraînement, de la discipline de soi. Décider de peupler notre pensée ou notre esprit euh, de pensées qui n'appartiennent pas à la critique ou qui n'appartiennent pas à la médisance ou qui n'appartiennent pas au mécontentement. Hum, Quand, quand on n'est pas content et que... et, quelle est la réaction? La réaction première, c'est oh zut! Oh, et on, on se laisse aller à une réaction qui va générer des pensées qui ne conviennent pas à l'atmosphère mentale globale. Et donc, je, il faut être attentif tout le temps
non pas seulement 5 minutes par jour, ou 10 minutes, ou même 1 heure, ou même 3 fois par jour. Tout le temps, il faut être attentif. C'est les pensées, euh, notre esprit est surpeuplé de pensées. Alors, il faut épurer un peu euh, c'est la qualité de ce que nous, de ce, de ce qui voyage avec nous, de ce que nous lançons à l'extérieur dans cette atmosphère commune. Comment je peux me permettre de, comment on dit, contaminer euh, la pensée des autres par des pensées négatives ou qui ne sont pas comme il faut, entre guillemets. Lorsque tu parles du mental, s'agit-il du mental inférieur ou du mental supérieur? Non, je pense le mental est un qui peut s'approcher euh, de Kama, du désir, des émotions, et de fait, la plupart du temps, il est accroché, cette partie est accrochée à ses émotions, mais il y a aussi l'autre aspect, l'aspect qui regarde ou qui s'incline vers cette intuition et cette compréhension. Alors, dans, et les deux aspects sont dans le même sac. Donc, euh, c'est à nous de choisir quel aspect de, de ce mental ou de cet esprit euh, nous entretenons le plus. Je ne peux pas faire le tri des pensées d'une autre personne, mais je peux faire le tri de ma pensée, de mon esprit, de mon mental. C'est déjà une lourde tâche, hein, mais bon, ça fait partie de la pratique. En t'entendant parler, en rêve, j'ai la joie d'imaginer quelque chose. Je me suis dit, notre mental, c'est comme une sorte de hôte du Père Noël. Et on a plein de choses dedans. Et chacun de nous aime bien recevoir les cadeaux. Ça, c'est, on a un côté enfant qui se prolonge jusqu'à la fin de notre vie, je pense. Parce qu'on est toujours content de recevoir quelque chose comme cadeau. Et en fait, quand on aime, on a cette idée-là, et on peut se dire, puisque tout le monde aime recevoir les cadeaux, qu'est-ce qu'on peut donner comme cadeau aux autres? Parce qu'il ne s'agit pas de recevoir seulement. Tu viens de nous faire un beau cadeau. Voilà, de comprendre comment fonctionne notre mental. Et en fait, c'est lié à un côté très profond, c'est-à-dire cette participation à l'univers, à la vie de l'univers, à cet aspect absolument, je dirais presque, je dirais ésotérique, occulte, comment ça se passe derrière. Et on est complètement, normalement, entraîné dans notre vie quotidienne par les trivialités. Alors là, c'est un beau cadeau. On peut très bien recevoir avec beaucoup de remerciements. Et maintenant, on peut se dire, bon, maintenant, dans notre hôte, qu'est-ce qu'on peut offrir aux autres? Et je donne l'exemple, il faut préparer les cadeaux pour donner au monde entier, au niveau de la pensée, au niveau de l'intellect, etc. Et pour que, comme tu dis, nous sommes sur le même bateau, quoi. On peut pas dire, vous vous ramez et moi je me dors au soleil. Ou Mm. bien je fais des bêtises, je fais des trous dans la barque pour m'amuser. Des fois ça existe, c'est drôle. Alors donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres questions. Voir le bon et le bien dans toute la situation à travers le discernement. Eh bien oui, c'est c'est une façon de vivre même. Euh, et en plus, c'est une façon, je pense, de ne pas gaspiller l'énergie que nous avons. Parce que quand on se fâche, quand on voit négatif et tout cela, c'est un gaspillage d'énergie euh, qui draine et qui fatigue et qui n'est pas sain. Donc,
C'est une très bonne recommandation, voir toujours le bon et le bien dans toute situation. Très bien. Est-ce que on peut ajourner notre session? Il n'y aurait pas de frustration après? Je Bon, pense. bah, si vous n'avez pas eu le temps de réfléchir pour poser votre question, gardez-la parce que cette fois-ci, ce n'est pas la dernière fois qu'Angèle vient nous visiter. Hein, que ça soit en ligne ou en présentiel, ça va s'arranger. Peut-être qu'elle pourra avoir le temps de venir nous visiter un jour pour aussi profiter un tout petit peu des alentours de Paris. Hein. Mm. Alors donc, encore un grand merci, grand merci. Et puis, bon, bah, à la prochaine fois. Un Encore grand, merci. un grand merci à la France, à tous les participants aussi, et à toi, et à Christa. Alors, au revoir tout le monde. Merci à Angels et à la prochaine fois. À la Au prochaine. revoir. Au revoir.